Et l'invité ce matin, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. 4 millions de Français mal logés selon le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre. Quelle politique du logement en France? Est-ce qu'il faut davantage construire? L'inquiétude aussi sur le marché avec les nouvelles normes liées à la précarité énergétique. Autant de questions qui intéressent tous les Français que nous allons donc aborder. Commençons donc par ce rapport d'hier de l'Abbé Pierre avec 330 000 sans domicile. 4 millions et un peu plus de Français donc mal logés et 12 millions même en situation de fragilité. Alors, est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et qu'est-ce que vous répondez à la Fondation qui accuse le gouvernement de ne pas assez faire d'efforts pour y remédier? Le mal logement, c'est insupportable. Évidemment que c'est insupportable. Et le rapport de l'Abbé Pierre est un rapport important. Chaque année, il constitue une date dans le calendrier des ministres du logement, du maire que j'étais. Moi, j'ai toujours été à la présentation du rapport de l'Abbé Pierre. Et il doit nous aider à faire encore mieux, nous obliger à faire encore mieux. En même temps, je pense que par moment, il est injuste. Il ne reflète pas la réalité de l'engagement de ce gouvernement, du gouvernement précédent. Je crois que personne n'a... Ah oui, mais il y a des chiffres quand même. Il y a des chiffres, mais les chiffres, c'est aussi le plan logement d'abord lancé par le président de la République dans le quinquennat précédent. C'est 440 000 personnes qui sont passées de la rue de l'hébergement d'urgence à un toit lors du quinquennat précédent. C'est des chiffres qu'on n'a jamais atteints. Hier soir, c'était encore 203 000 places en hébergement d'urgence qui étaient ouvertes sur l'ensemble de ce pays. Là encore, c'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint. Donc on peut évidemment s'envoyer des chiffres. Moi, ce que je souhaite surtout, et c'est ce qu'on fait, et j'étais hier à la Fondation Abbé Pierre, c'est ce que je fais tous les jours avec l'ensemble des associations de solidarité, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour produire plus? Vous savez, construire du logement social, c'est pas la décision seulement du gouvernement. C'est comment on redonne aux maires l'envie de construire plus, de construire là où on en a besoin. Déjà, les maires, ils ont du mal à payer leurs factures là aujourd'hui. Oui, mais construire du logement, ça peut aussi rapporter. Donc on peut pas régler ce problème du logement si on se dit pas il manque des logements. Et oui, il manque des logements. Donc il faut accompagner, donner l'envie de construire. L'acte de construire, c'est un acte fondamental. Vous l'avez dit, on est tous touchés. Depuis que l'homme est l'homme, il a besoin d'avoir un toit sur la tête. Et donc on se pose la question pour nous-mêmes, on se pose la question pour nos enfants. Moi, je l'ai dit quand je suis devenu ministre, je suis plus le ministre du parcours résidentiel que celui du logement. Donc je suis le ministre qui s'occupe des plus fragiles, ceux qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, et celui qui s'occupe de toutes les personnes tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, oui, il y a de la précarité. Vous savez, j'étais maire de Clichy-sous-Bois, donc les plus précaires, je les connais. Les marchands de sommeil, je lutte contre eux depuis des années. Et c'est ça qu'on continue à faire avec l'ensemble des associations, en étant motivés à résoudre ces problèmes et pas en s'envoyant des chiffres dans la tête. Bon, donc c'est injuste ce que dit l'Abbé Pierre, alors? Non, ce que je dis, c'est que... Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas dire que l'année 2022 a été une année pour rien. On peut pas dire qu'ils disent, oui, c'est année blanche. Oui, mais c'est pas le gouvernement. Mais c'est pas vrai. C'est plusieurs milliers de places qui ont été ouvertes pour les femmes victimes de violences en 2022. C'est plus de 90 000 logements sociaux qui ont été agréés en 2022. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été mis pour le logement social. Oui, mais alors ça n'existe pas une année blanche. Pourquoi il y a cette explosion? Est-ce que, par exemple, la crise migratoire y est pour quelque chose? Est-ce que nous avons les moyens d'accueillir ces migrants demandeurs d'asile, par exemple, sur notre territoire? Ça fait partie de ces sujets. Bien sûr, aujourd'hui... Il n'y a pas de tabou. Non, mais il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, dans l'hébergement d'urgence, sur les 200 000 places qui sont ouvertes, en gros, la moitié sont occupées par des personnes en situation ou irrégulière ou fragile administrativement. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je pourrais bénéficier d'un logement social, mais je ne peux pas parce que ce sont en fait des migrants. Qu'est-ce que vous leur répondez? Des gens en situation irrégulière. On peut pas rentrer dans le logement social. On peut pas rentrer dans le logement social si on n'est pas en situation régulière. Là, je parlais de l'hébergement d'urgence, bien évidemment. D'accord. Voilà. Et l'hébergement d'urgence, il est inconditionnel. C'est aussi un droit démocratique de ce pays. On m'accuse parfois d'avoir des familles avec des enfants à la rue. Et vous savez à quel point je me bats parce que je n'accepte pas que des enfants dorment dans la rue. Et vous savez tout ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines, ouvert des gymnases. J'ai réquisitionné un château à Grignon pour permettre d'accueillir plus de familles
famille avec enfants, parce que la rue pour un enfant, c'est insupportable, quel que soit son pays d'origine et quelle que soit son histoire. Alors justement, est-ce que vous envisagez davantage de réquisitions de bâtiments vides? Il y a par exemple à Paris l'ancien Marriott, un hôtel de luxe qui est vide, hein, donc il y a eu une manifestation hier. Il y a beaucoup d'endroits en fait. Je n'ai aucun tabou sur les réquisitions, au contraire. Grignon en est un parfait exemple. On a ouvert avec le préfet de région un hall d'exposition à la Villette pour régler les problèmes en urgence pendant les fêtes de Noël. J'ai demandé dès hier à mes services d'étudier le cas de cet hôtel pour comprendre pourquoi il est vide et pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser. Avant la réquisition, vous savez, il y a des moyens, il y a des capacités pour ceux qui ont des logements ou des bureaux vides, de les mettre à disposition d'une association pendant 3 ans. C'est un très bon dispositif. Ils ont juste à nous le mettre à disposition et vraiment, je le dis, plutôt que de m'obliger à faire des réquisitions avec les préfets, les entreprises peuvent mettre à disposition ces locaux temporairement pendant 3 ans et une association les gérera et nous permettra d'accueillir mieux. Il y a une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur, avec lesquels on travaille très bien, qui le soir, alors que c'est des bureaux qui sont utilisés, le soir les mettent à disposition des SDF parce qu'ils se disent moi j'ai une douche. Sur de l'urgence, quoi, sur l'hébergement d'urgence. Oui, pour de l'urgence. Mais est-ce que vous allez accélérer dans le cadre de votre plan, donc logement d'abord, accélérer en fait tout ça? Il y a 3 millions à peu près de logements vacants en France. Président, alors comment faire? Vous ne pouvez pas non plus faire pression sur tous les propriétaires qui, certains, parfois refusent peut-être aussi de louer pour d'autres raisons, quoi. Hier, en Conseil des ministres, j'ai présenté le plan Logement d'abord 2, parce que le premier plan Logement d'abord, je l'ai dit, est un succès, un grand succès, 440 000 personnes. Donc on va essayer de faire aussi bien dans le quinquennat qui vient. Donc cette année, on a déjà mis 44 millions d'euros sur le budget 2023 pour continuer ce plan, pour produire plus, pour construire plus, pour créer de l'hébergement d'urgence, créer des pensions de famille, par exemple. Les pensions de famille, c'est un outil extrêmement vertueux pour retrouver un parcours résidentiel. En deux mots, c'est quoi les pensions de famille pour les auditeurs? De famille, alors c'est un mot qui vient il y a très longtemps, mais c'est le même principe. C'est souvent des anciens hôtels ou des bâtiments neufs qui ont été reconvertis, qui permettent, c'est des meublés dans lesquels on accueille des personnes fragiles, mais dans lesquels on les remet dans un parcours d'insertion. C'est la sortie de l'hébergement d'urgence. C'est un vrai logement, une pension de famille, souvent pour des personnes seules. Et puis on a les résidences sociales qui marchent aussi très bien pour les familles. Mais tout ça, c'est un acte volontaire partagé. Moi, comme maire, je suis en train de construire à Clichy-sous-Bois, comme ancien maire, pardon, on est en train de construire à Clichy-sous-Bois à la fois une pension de famille et une résidence sociale. Moi, j'appelle les maires à avoir cette même mobilisation pour les plus fragiles. Vous savez, comme ancien président de la Société du Grand Paris, j'ai demandé à ce que chaque quartier de gare du Grand Paris ait à côté une pension de famille, parce qu'on en a besoin. Si on veut que les gens sortent de l'urgence, eh bien, on a besoin de ces lieux pour accueillir avec des loyers modérés, et on construira aussi plus parce que dans le logement social, vous savez, il y a une graduation. Il y a des logements très sociaux. Mais il n'y a pas suffisamment de turnover dans le logement social. Il y a des gens qui restent et de famille en famille, etc. Mais pour qu'il y ait du turnover, il faut construire plus. C'est mathématique. Quand une famille grandit, on applique des surloyers à des gens qui n'ont plus besoin de logements sociaux. Et puis il faut mettre en place des bourses de logement quand les familles se séparent. Il y a un moment, il y a des personnes plus âgées qui restent dans des grands logements parce qu'aujourd'hui, on n'est pas assez bon sur la rotation. Bien évidemment, c'est ce que vous dites. Il y a des scandales autour de ça ou pas? Oui. Non mais les scandales, moi vous savez, je fais entre nous, Olivier, je fais pas de la politique à partir de scandales. Non, il y a des sujets, il faut regarder. Ce qu'il faut, c'est construire de tout type de logement, du logement social, de l'accession à la propriété, et c'est ça qui recréera du turnover et du flux. Alors cet après-midi, vous serez au Sénat sur la loi anti-squatter, donc qui a déjà été examinée à l'Assemblée nationale. Alors l'opposition de gauche accuse d'être trop pro-propriétaire et pas assez en défense des plus modestes. Et vous assumez votre position en disant il faut quand même cette loi? Alors moi je dis que c'est une loi qui est aujourd'hui équilibrée. D'abord, je ne mettrai jamais un signe égal entre un squatteur et une personne en situation d'impayé de loyer. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des squatteurs, c'est insupportable. Les squatteurs sont des personnes en situation d'illégalité, souvent, parfois, victimes de marchands de sommeil. Et ce texte frappe encore plus fort les marchands de sommeil, parce que les marchands de sommeil profitent de la misère. C'est des Thénardier des temps modernes. Et moi, depuis toujours, je me bats contre les marchands de sommeil. Et cette loi va aller plus loin dans les sanctions sur les marchands de sommeil, et d'autres lois viendront encore renforcer ça. Par contre, les gens en situation d'impayé de loyer, il faut, s'ils sont de bonne foi, les protéger. Moi, ma politique, c'est de prévenir les expulsions locatives d'abord. Mais c'est important que les propriétaires, parce que
par rapport au problème de logement dont on parlait tout à l'heure, si les propriétaires ont peur de mettre leur logement en location parce qu'ils se disent c'est compliqué, je risque de pas avoir mon loyer, puis quand s'il paye pas, il va pas être expulsé, etc. Donc, si on veut qu'il y ait du flux et des logements mis à disposition de ceux qui en ont besoin, modestes ou pas modestes, il faut que les propriétaires soient rassurés. Et moi, je crois que cette loi aujourd'hui, telle qu'elle est écrite, elle est équilibrée. On rajoute des protections pour le propriétaire, on rajoute des protections pour le locataire, et en particulier les locataires fragiles, mais de bonne foi. Il faut aussi les protéger. Prévenir les expulsions locatives, c'est le cœur de ma politique, c'est le cœur aussi de la politique du logement d'abord. Olivier Klein, autre gros dossier du moment, les factures d'énergie et puis la précarité énergétique, et évidemment. Où en sont les chantiers de rénovation énergétique des logements? Alors, et ma prime rénov' notamment. Hein. D'abord, je veux le redire. Tous les cas de protection, de bouclier sur les hausses d'électricité, de gaz, même sur les parties communes, sont en place aujourd'hui. Et donc, on a évité une explosion des prix. Mais bien évidemment, ça, c'est pour l'actualité et le quotidien d'aujourd'hui. Oui, il faut rénover plus vite les logements individuels, avec ma prime rénov' copro pour les logements collectifs. Donc, c'est un dispositif qui marche bien. Hein. C'est plus d'1,5 million de logements qui ont été rénovés ces 2 dernières années. L'objectif du président de la République, c'était 700 000 logements. On l'a dépassé. Mais il faut encore accélérer, notamment sur l'habitat collectif. Et on sait que c'est compliqué de gérer une copropriété. Donc on regarde comment on peut améliorer les règles de fonctionnement dans la copropriété, parce que il suffit pas de réunir son assemblée générale, avoir le quorum et voter les travaux. Parce que certains n'ont plus d'argent aujourd'hui. Et voilà, il faut régler, sont en situation difficile. Il faut régler la question. La rénovation énergétique, c'est horriblement cher. C'est horriblement cher. C'est pour ça qu'il y a des primes importantes. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les banques pour permettre à un certain nombre de familles d'accéder à des prêts, des éco-prêts à taux zéro, avec des processus simplifiés. Quand on donne les papiers pour avoir ma prime rénov', il y a un lien entre France Rénov' et les banques. Il y a 2 banques pour l'instant, mais il y en aura plus. Et on n'a pas besoin de refaire tous les papiers. Et on travaille aussi avec les banques pour avoir du préfinancement. Avec Bruno Le Maire, on va réunir l'ensemble des banques courant du mois de février pour les inciter à être plus présents dans les copropriétés. J'ai vu Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts et consignations, qui nous accompagne aussi. Et puis, on a augmenté le niveau d'aide. À partir du 1er février, le niveau d'aide est plus important pour les copropriétés. C'est le chantier du siècle. Il faut rénover plus, il faut rénover plus vite. Il y a un peu de ménage à faire là aussi sur les entreprises autour du diagnostic, non ? J'ai vu quand même beaucoup de choses autour de ça. Vous avez raison, le DPE, qui est un outil extrêmement important, qui vous dit où est classé votre appartement, est nécessairement fiable. Il faut qu'il soit fiable. Donc moi, il est prévu là que je vois dans une visio l'ensemble des diagnostiqueurs pour leur redire que leur travail, il est indispensable, il est nécessaire et il doit être fiable. Et on ne peut pas douter du travail qu'ils font. Faire un diagnostic, ça prend du temps, on ne peut pas faire ça en quelques minutes. Ils vont classer, pour être fiable, ils vont classer tous les appartements en G, et on va en H. Il y a beaucoup d'interrogations de petits propriétaires là, qui disent non mais attendez, avec leur DPE, on ne louera plus. Hein. Mais c'est pour ça qu'on va contrôler les diagnostiqueurs, on va contrôler les diagnostics. Aujourd'hui, il y a des qualifications, mais il n'y a pas d'obligation à avoir un certificat pour être diagnostiqueur, mais je peux vous assurer qu'on est extrêmement attentif et qu'on va encore plus les contrôler. Oui, un dernier mot, Olivier Klein. On se souvient de votre prédécesseur qui avait fait une sortie contre les maisons individuelles à la périphérie des villes. Est-ce que vous avez la même vision ? Non. Moi, je crois au parcours résidentiel et chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. En même temps, aujourd'hui... Vous n'êtes pas contre la maison individuelle, quoi. Non, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis maire de Clichy-sous-Bois, il y a de l'habitat collectif et tout autour, et c'est une tradition, il y a des pavillons de banlieue, comme on dit. Et donc, par contre, il faut être sobre. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on a besoin de sobriété foncière, et ça, c'est aussi le rôle de l'État, d'accompagner cette sobriété foncière, l'accompagner financièrement, travailler à faire avec le déjà là. On ne peut pas faire comme dans les années 60, construire n'importe où. Il faut faire attention au cycle de l'eau, il faut faire attention à un urbanisme raisonné et raisonnable qui consomme moins de gaz à effet de serre, parce que c'est l'intérêt du présent et du futur. Oui, dernière question, est-ce que les APL face à l'inflation, ça pourrait augmenter là ? Alors d'abord, on a voté dans la loi pouvoir d'achat une augmentation des APL, donc elles vont augmenter de 3,5%. Et puis on regarde, vous savez, il y a une partie APL loyer, une partie charge. Je ne peux pas prendre d'engagement aujourd'hui, mais bien évidemment, on est très attentif aux situations des locataires, parce que la période est difficile et on ne sait pas pendant encore combien de temps cette inflation va durer, mais on les protège avec les différents boucliers. Oui. Merci Olivier Klein, ministre délégué en charge de la ville et du logement, qui a été l'invité ce matin de Sud Radio.